Bienvenue à l'émission Autour des livres. Aujourd'hui, j'ai invité Saïd Mohamed Mchangama, ancien président de l'Assemblée des Comores, en même temps fondateur de la Fondation du Mérite. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de parler aujourd'hui du mérite, tout simplement parce que j'ai, par une revue de presse, appris que son fils, Jacob Mchangama, est élu 9e des personnalités les plus influentes au Danemark. Question intéressante parce que ça renvoie toujours à l'idée du mérite, mérite que son père, auparavant président de l'Assemblée des Comores, a fondé la Fondation pour le mérite. D'abord, bonjour. Bonjour. Je vais vous poser une question, parce que vous êtes l'initiateur de cette fondation. À quoi consiste vraiment cette Fondation du Mérite? La Fondation du Mérite, c'était quand j'étais président de l'Assemblée aux Comores. Et au vu de notre société, et particulièrement grande comorienne, avec le poids de tout le cérémonial du Had, où la seule chose visible est ce qui se passe sur le banc. C'est-à-dire, vous avez un grand sportif, vous auriez un Comorien prix Nobel de physique, vous auriez un grand couturier, vous avez un grand chanteur, mais il n'est réellement quelqu'un et digne de l'admiration de tous dans le bang que si le grand mariage. Bon, ce qui pose problème. Vous êtes en train de dire que la seule façon de distinction passe uniquement par le grand mariage. Oui, c'est à peu près ça de manière caricaturale. Donc, je voyais aussi le problème de l'administration, très sclérosée, qui faisait peu. Et je me suis dit que dans cette société où auparavant on a admiré le fondi, c'est-à-dire que ce soit le fondi qui enseigne, mais aussi l'artisan qui faisait le travail du bois, le maçon, qui étaient tous des fondis qu'on admirait beaucoup, on a perdu ça. Et donc il fallait qu'on ces valeurs du travail, de l'effort, les réhabiliter. Et c'est en ce sens que, quand j'étais à l'Assemblée, j'ai fait une proposition de loi pour créer cette fondation de mérite qui devait, chaque année, honorer les Comoriens dans la plupart des corps de métier, dans les différentes activités, ou même les meilleurs parents, c'est-à-dire ceux qui ont, avec difficulté, bien élevé leurs parents, pour qu'on le voit, pour qu'ils deviennent des symboles, pour qu'on puisse repartir. Je crois beaucoup à l'effort. Et donc c'est ça, on avait organisé une grande fête du mérite où on avait honoré, primé des gens. La même année, on avait organisé un concours général des élèves de première au niveau des 3 îles, où d'ailleurs l'année d'après, ceux qui ont été sélectionnés, qui ont été les premiers dans ce concours général, qui avait été organisé avec la coopération des enseignants du secondaire, gratuitement, ont tous eu mention au bac. Et donc, voilà, c'était ça la Fondation du Mérite. Il faut dire ici aussi qu'en 2005, à Paris, j'ai organisé la soirée du mérite hollandais, aussi, qui a honoré et primé des Comoriens de la diaspora, qui étaient méritants, que ce soit les Sakinamsa, que ce soit Mahmoud Keldi, que ce soit Mohamed Ibrahim, que ce soit Arnaud Assoumani, ainsi d'autres, et plusieurs autres. Au fond, vous avez décidé, Saïd Mohamed Mchangama, d'introduire, en tout cas à l'échelle d'élévation sociale, l'idée de mérite fondée sur la compétence, les grandes dominations, c'est-à-dire l'attention faite aux actions des citoyens, des personnes. Mais finalement, cette idée de mérite, c'est-à-dire de renverser l'idée de hiérarchie sociale, parce qu'au Comores, en tout cas, l'hiérarchie sociale est fondée sur le grand mariage, vous avez dit tout à l'heure, et là, vous êtes venu renverser, bousculer cette façon d'hiérarchiser les statuts, les compétences, et d'introduire une nouvelle compétence attestée par l'école. Mais l'école, en tout cas, est reconnue aussi, n'est pas en soi un lieu de promotion sociale, de permettre de distribuer également des chances. Comment est-ce que vous croyez vraiment en l'efficacité du mérite, qu'il est le seul lieu ou la seule façon de réduire les écarts sociaux et de permettre à chacun d'avoir sa place selon ses chances?
Attendez, je pense qu'il ne faut pas, il faut éviter la confusion. L'école, bien sûr, est un lieu d'apprentissage. C'est le lieu où nous préparons l'avenir, où nous formons les gens. Et en ce sens, même aujourd'hui, en ma qualité de président de l'association de maires d'Angazédia, de plus en plus de villages organisent des journées de mérite où les élèves les plus méritants sont honorés. Bon. Mais ce que nous faisions, c'était au-delà de l'école aussi. J'ai parlé du maçon, du beau maçon. Je pense que les Comores gagneraient à savoir quel est le maçon qui construit la meilleure maison. C'est économique, c'est efficace. Le meilleur pêcheur, le meilleur sportif, et ainsi de suite. Donc c'est aussi extrascolaire. D'autre part, on ne bouleverse pas des hiérarchies sociales. On apporte de nouvelles valeurs. Moi, je ne suis pas contre le grand mariage en tant que tel, au symbole. Mais en introduisant l'idée du mérite... Ah non, c'est de dire qu'il y a aussi d'autres valeurs. Mais je vais vous dire une société qui est que je connais très bien et qui est, disons, très conservatrice, mais qui est en même temps très révolutionnaire, parce que très ouverte, qui est la société britannique. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, les gens qui sont méritants, peuvent être des syndicalistes même, qui ont commencé comme ouvriers, mais ils peuvent être élevés au rang de père du royaume de l'ordre. Oui. Et donc, c'est un honneur. Oui. Rien ne dit... moi, ce que je dis, c'est qu'il doit être permis, peut-être pas le bangolade, mais à d'autres endroits, que le bon médecin, que le bon enseignant, que celui qui a travaillé et qui est devenu un grand commerçant puisse s'asseoir. Et que des gens voient que ce sont des gens qui ont mérité et chacun choisir ce qu'il veut. Le HADA restera toujours, même c'est un système hiérarchique, il n'y a pas de problème en ça. Mais il ne faut pas qu'il y ait simplement exclusivité de ça. Et je ne pense pas que ça a toujours été comme ça dans notre société, au contraire. Oui. Est-ce que dans cette idée de mérite, l'on voit que selon votre approche, votre acception, vous avez introduit dans la notion de mérite une dimension morale. Vous avez parlé que vous avez périmé, vous avez donné des médailles, des titres, que sais-je encore, à un parent qui a élevé seul ses enfants. Peut-être un enfant handicapé, on voit la dimension morale, parce qu'il y a quand même du mérite d'élever seul, sans se décharger de la société, son enfant handicapé. Mais est-ce que vous pensez que, parce qu'il y a une dimension aussi politique dans cette idée du mérite, on ne donne pas des médailles, des titres, d'une façon inédite, d'une façon aléatoire. Il y a une dimension politique. Quelle est la dimension politique que vous voulez introduire dans cette... D'abord, il faut qu'on soit très concret, hein, parce que j'aime bien qu'on dise des choses qui soient très concrètes. Là, quand on parlait de parents, je me souviens qu'en 94 ou 95, on a donné une médaille à la mère, à Maman Benimane, pour tout ce qu'elle a fait comme mère, modèle pour ses enfants. Hein, et il n'y avait pas d'handicapés. Maintenant, la dimension politique, nous parlons beaucoup de politique. Moi, je parle d'économie, d'efficacité, d'efficience, parce que de quoi il s'agit? Prenons le cas de Comores. Si le travail n'est pas bien rémunéré, n'est pas valorisé, mais pourquoi on va se donner de la peine pour ça? Et la question du mérite n'est pas simplement cette question de symbole, de spectacle. Ça approche en quelque sorte. Mais la question de ce mérite, c'est aussi institutionnaliser le recrutement suivant les compétences dans l'administration ou ailleurs. C'est aussi l'obligation de payer. C'est-à-dire qu'à la fois le fonctionnaire ou l'agent mérite, a les compétences, diplômes ou expériences qui lui permettent de faire ce travail, mais aussi il mérite un certain salaire. Donc c'est une nation qui ne se réduit pas simplement à des honneurs. Ce n'est pas ça, c'est une notion, c'est des valeurs d'efficacité économique porteuses de changement dans la société. Oui, ça ne se réduit pas effectivement à des notions de valeurs en tout cas numéraires, mais est-ce que
parce qu'en tout cas, les théoriciens de cette idée, notamment Yves Michaud, qui a écrit un livre intitulé Qu'est-ce que le mérite? Lui, il parle que au-delà de la question du mérite, il y a quand même, on introduit ou on produit des sociétés, non pas des égaux ou des sociétés 2000 portées pour l'exemplarité, mais plutôt d'inégaux. Parce que, est-ce que dans cette attribution, ou plutôt dans cette distinction via le mérite, le recrutement via le mérite, est-ce qu'on n'ignore pas, en tout cas, certaines conditions qui permettent aux uns et aux autres d'accéder au mérite? Les compétences, ça se gagne pas comme ça. Il y a les conditions qui permettent d'acquérir la compétence. Bon, je voulais dire que les gens nés de milieux favorisés par rapport à telle activité seront tant mieux. D'abord, je voudrais qu'on précise encore une chose, hein, c'est que chaque fois qu'on a des débats, surtout ça, c'est très caractéristique des intellectuels africains francophones. On se réfère toujours à la France et on oublie. Alors que la France n'est qu'un pays... Non, pas francophone. Non, attendez. C'est parce que là, on parle beaucoup aussi, ce qui est sous-jacent aussi de l'école, par exemple, hein, où c'est vrai qu'il y a un problème. On cite souvent le cas du 6e, 5e arrondissement à Paris, qui renforme les grands intellectuels français, et puis les grands lycées avec leur prépa, et les grandes écoles françaises. Bon. Le modèle français, il a ceci de négatif, je pense que les Français le voient aussi, que l'école sanctionne tout en quelque sorte. Vous êtes sorti de Polytechnique, c'est Polytechnique qui fera que, par exemple, vous pouvez devenir directeur d'une grande société nationale, et si vous sortez d'une bonne université à Compiègne ou à Marseille, ou une école d'ingénieurs moindre, même si vous êtes beaucoup plus performant, mais vous ne pouvez pas aller au-dessus. Bon. Il y a d'autres sociétés qui ont d'autres modèles, les Allemands, les États-Unis, où, bien sûr, sortir de Harvard, c'est une très bonne chose, mais ça ne vous garantit rien en quoi que ce soit. Cela dépendra de ce que vous produisez, en fait. Ce ne sont pas des fonctionnaires, ce ne sont pas des grands corps qui sont là. Donc, il y a beaucoup plus de compétition. Bon, je pense que la France est en train de valoriser, bon gré mal gré, ça dans le cadre de l'Union européenne, et puis parce qu'il y a ces grandes sociétés multinationales qui sont là. Quand Microsoft est en France, ou Google, ils se foutent pas mal du diplôme, simplement. Le diplôme va attester d'une certaine formation, mais ils vont recruter quelqu'un de beaucoup plus performant, qu'il soit sorti de Lille ou d'ailleurs, par exemple. Oui, tout à fait, oui. Donc, ça, il faut bien préciser, je pense, cela. Maintenant, bien sûr qu'un enfant de médecin, par exemple, il sera moins impressionné à intelligence égale, qui va dans la même classe scientifique qu'un enfant de maçon ou de menuisier, tout aussi intelligent, peut-être plus intelligent. Bien sûr, celui qui voit son père manger, ôter, être là, ne sera pas impressionné comme le fils de l'ouvrier qui est intelligent, mais qui doutera toujours s'il pourra faire ça. De son intelligence. De son intelligence, de sa capacité. Peut-être pas de son intelligence. Oui. Il sera toujours, parce que c'est vrai que le milieu social impressionne. Enfin, quand on va dans un endroit nouveau, on se dit toujours, est-ce que je suis bien là ou pas? Et les enfants de sportifs, qui sont sportifs, peut-être ont un avantage parce qu'ils voient des gens beaucoup plus sportifs que l'enfant, peut-être d'un médecin qui n'a jamais fait du sport, qui veut réussir dans le sport. Et donc, bien sûr, il y a une certaine reproduction. Ça, on n'y peut rien. Par contre, ce qu'il faut pour ceux qui dirigent la société, quand je dis diriger, ce n'est pas simplement les politiques, c'est essayer toujours d'ouvrir, qu'il y ait une certaine équité pour que ceux qui sont étrangers à ce milieu-là, mais qui ont des prédispositions et des dispositions, puissent y accéder. Mais quelle forme de prédisposition? Vous voulez parler de multiplier le forme de réussite, le modèle de réussite sociale Mais ce n'est pas le modèle de réussite sociale. Il faut être concret. Bon, je prends le modèle américain, par exemple. Bon, je te dis, prenez le modèle français.
Le modèle français a été construit presque tout autour de l'État. C'était souvent des grandes sociétés nationales. Vous étiez sorti de l'ENA, de Polytechnique, vous passiez dans l'administration, dans un ministère, vous pantoufliez et vous allez là. D'ailleurs, il y a très peu d'entrepreneurs français et souvent ce sont des hauts fonctionnaires qui deviennent des patrons. Bon. D'où, par exemple, dans le monde aujourd'hui des nouvelles technologies, vous avez très peu de sociétés françaises performantes. Ce n'est pas que les Français soient moins intelligents. C'est une culture de cette compétition-là. Bon. Donc, aux États-Unis, vous avez de très bonnes écoles, mais ça ne garantit pas, d'ailleurs, souvent, vous voyez que ce sont des gens même qui quittent ces universités-là pour créer des sociétés. Donc, là, ça va être jugé non pas de ce que vous êtes ou d'où vous venez, mais de votre prestation de ce que vous faites. Là, c'est une sorte d'ouverture. Maintenant, il y a aussi le fait de l'équité. Souvent, en France, ou dans des pays qui ont hérité du modèle français, on dit « vous sortez de telle école, de telle école ou de telle école ». Ce n'est pas l'équivalence des diplômes. Peut-être dans d'autres sociétés, ils ne disent pas ça, ils diront simplement, effectivement, comme on le fait parfois, si vous avez tel niveau. À ce moment-là, ça permet à de plus nombreux de venir, par exemple. Donc, il n'y a pas de modèle parfait théorique. Enfin, une société, c'est quelque chose, c'est comme un moteur. On est très pragmatique. Moi, je n'ai pas de modèle où je viens dire ceci est meilleur que l'autre. Vous n'avez pas des modèles. Je comprends bien que, effectivement, même l'idée de mérite est relative, liée au contexte, au pays dans lequel il se définit, il s'applique. Revenons, mais le mérite fondé sur la compétence, fondé sur les actions, aux Comores, bien entendu, on va parler des Comores, parce que, eh bien, il y a les cadres, il y a les instituteurs, dont vous avez parlé, la figure d'engouement, de respect qu'avait à l'époque la figure d'instituteur. Aujourd'hui, il n'y est plus. Comment est-ce que vous analysez cela, ce déclin du mérite à ceux qui méritent? Moi, je pense que de toute façon, tout ce que nous disons, nous sommes des hypocrites au Comores. C'est vrai que personne ne veut de changement réel. Parce que si nous voulons un changement, à un moment donné, j'avais pensé qu'on réforme la fonction publique. Même les grands intellectuels s'y sont opposés réellement. Alors que, et là je veux le dire en comorien, Eini Tsi, Autoifa, Tsoustehi Fondi, et le Paché, l'Azniam. Comment voulez-vous que maintenant des dizaines d'années, devenir enseignant, c'est destiné à ceux qui n'ont pas réussi? Quand je suis à Moro, au Moroni, le neveu Mchangama de Mchangama qui sera le plus idiot, parce que je suis connu, on va l'envoyer comme instituteur, alors qu'on sait ce que veut dire l'enseignement. On ne se donne pas les moyens d'enseigner ou un maître quelconque. Donc, moi j'aimerais bien qu'un jour, tous les partis se disent il faut quand même arrêter cette histoire. Nous savons très bien aujourd'hui que la fonction publique, au-delà des problèmes politiques, mais on sait que c'est devenu une garderie. Tout le monde va dans la fonction publique, tout le monde triche plus ou moins, la tricherie des diplômes et tout ça. Ça pénalise ceux qui sont, ça pénalise les bons. Ça n'encourage personne. Comment voulez-vous que mon neveu ou mon fils soit motivé de travailler s'il sait que de toute façon, s'il a 3 ou 4 oncles, il va réussir, peu importe qu'il ait le bac ou pas, parce qu'on pourra s'arranger. Vous avez parlé de mon fils, par exemple, au début. Ben, Jacob, d'abord, je dois dire que Jacob, s'il est arrivé, d'abord, c'est ses efforts. Mais ça meurt à moi ce que nous avons essayé de lui donner tout au long de sa vie, et d'ailleurs, même ceux qui sont aux Comores, quand Jacob venait aux Comores, vous voyez, c'était de lui faire découvrir le monde à travers ses difficultés et être à côté de lui, de discuter de tout, mais maintenant, c'est un grand juriste, je n'y comprends rien, mais généralement, quand il écrit au New York Times ou autre, des fois, il insiste pour que nous en discutions, que je pense un peu, qu'est-ce que je pense moi. Bon, il a un peu ce respect de l'autre. Et donc, on lui a apporté ça, on a apporté une diversité du monde, une certaine vision du monde. Moi,
avant même que je ne retourne aux Comores. On a beaucoup voyagé. Et donc, de toute façon, il y a l'effort. On ne donne pas comme ça. Et j'ai essayé toujours de faire en sorte qu'il aille aux endroits où il avait à se bagarrer réellement pour réussir. C'est la raison pour laquelle je tenais à dire, est-ce que l'idée de mairie, vous parlez que Yakab Mchangama, s'il est où il est aujourd'hui, il est classé parmi le 9e de personnalité le plus influente au Danemark, c'est parce qu'il a fourni des efforts. Est-ce que ce n'est pas vraiment porter jugement un peu, je dirais, simpliste sur la réalité sociale? Parce que si Yakab Mchangama a réussi, c'est parce que les conditions dans lesquelles il a évolué, le milieu dans lequel il a évolué, lui a permis d'être parmi les plus influentes au Danemark. Bah, écoutez, moi, avant de venir aux Comores, je vivais dans un milieu assez aisé au Danemark, mais en même temps, on n'était pas les plus riches du Danemark, on n'était pas le plus grand intellectuel. J'avais une société qui s'appelait Sycomtech. Je pense que mon fils est arrivé de par ses efforts. Essentiellement, il aurait pu devenir tout à fait un bandit, hein, comme d'autres, c'est une chance. Mais bon, on a essayé de le soutenir, de l'aider, mais là encore, on n'est pas, vous savez, il est 9e en termes d'influence, de débat, de capacité à impulser des débats. Le Premier ministre, je crois, il est 24e. Je pense que c'est dû à lui aussi. Il a vu son grand-père, mon père, qui était aussi un homme qu'il admirait beaucoup, parce que c'était quelqu'un qui aimait lire ses livres religieux, qui a beaucoup bossé, c'est-à-dire qui est sorti de Moro pour venir faire sa vie à Moroni, porter le nom, Mchangama à Moroni. Et donc il a une histoire, mais cette histoire-là, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas au Danemark. Donc vous croyez que c'est en ses efforts qu'il a réussi à être ce qu'il est aujourd'hui? Bon, il a eu la chance d'avoir le soutien de sa mère, de moi, son père, en quelque sorte. On a protégé notre fils, en quelque sorte. Mais bien sûr, c'est grâce à lui. Enfin, quand il était dans les meilleures universités ou ailleurs, il y avait peur il y avait personne qui aurait peur de Mchangama, ou qu'est-ce que j'aurais pu faire à Venise ou à Maastricht ou ailleurs. Hein. Question complexe et très intéressante à en débattre, mais je vais finir par une question peut-être intéressante à mon avis. L'élévation sociale aux Comores a frappé. Il y a quand même un déclin de l'élévation sociale. Les distinctions ont disparu. Vous avez parlé que la figure de l'instituteur a disparu. L'intellectuel n'est pas reconnu, le fonctionnaire lui-même a perdu sa valeur symbolique. Alors, que faire? Est-ce que ne met pas en question vraiment même le rôle de l'État? Parce que s'il y a distinction, s'il y a médaille, ce n'est pas une élite, vous avez dit tout à l'heure, c'est pour gouverner par les récompenses, pour imposer l'autorité de l'État. Il n'y a plus question aujourd'hui, selon Olivier Lille, de gouverner par la force, par le paradigme de l'effroi, de la peur. On gouverne, on soumet l'obéissance politique par la récompense. On stimule, on guillonne les convoitises pour stimuler les citoyens à aimer, à innover, à agir pour le bien, à être un bon citoyen, à respecter les biens communs publics. Mais toutes ces dimensions-là ont disparu aux Comores. D'aimer ceux qui sont méritoires ne constitue pas une crise politique. C'est une crise sociale, c'est une crise du pays, c'est une crise à tous les points de vue, parce que, à mon avis, l'élite comorienne a démissionné. C'est-à-dire, aujourd'hui, on s'excuse tous en disant les politiques. Mais les politiques, aujourd'hui, et de tout temps, ça a toujours été les plus instruits du temps. Vous savez, à un moment donné, Seda Sansedashim a été l'un des hommes les plus instruits des Comores de son temps. Hein. Et je vois qui était plus instruit en français qu'Alim Loudjaï ou Mouzawar de tout temps. Aujourd'hui, vous regardez tous ces gouvernements-là, ce sont des gens qui ont des doctorats, des bacs plus 5, enfin, ce n'est pas des Mchangama ni des Karizom. Et pourtant, chaque fois qu'il y a une crise, les seuls, aujourd'hui, on parle toujours de notables. C'est cette notabilité parce que au Starabou démissionne. Parce qu'on ne se bat pas, parce que ces valeurs, ce pourquoi on a appris, soit
valoriser. Enfin, j'ai pris ce qu'on appelle la roue canadienne, quand il songeait à réorganiser l'administration, notamment en termes de mérite. On parle d'efficience, d'équité, de justice, de souplesse, de patience, de représentativité. Or, aujourd'hui, on ne parle pas de justice quand il y a et conflit, mais on fait venir les notables. Donc au contraire, hein, on a réaffirmé quelque chose qui est encore beaucoup plus important qu'il ne l'était avant. Ou qui était compréhensible dans le cadre d'un village, mais aujourd'hui, dans une société très complexe, c'est juste si on ne demande pas aux notables de se réunir pour nous dire comment réparer les voitures. Donc, ça, c'est une crise qui doit interpeller des gens comme vous, les plus jeunes, enfin moi je suis déjà vieux maintenant, sur quel modèle de société, quelles sont les valeurs de travail. Qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'il y a l'exécution. On en reste à tout le monde parle politique parce qu'on refuse des fois de parler d'exécution. Comment faire ceci? Comment faire ceci pour que ça marche? Comment organiser notre système de santé concrètement? Comment on peut telle chose? Comment construire ces maisons? Comment le système scolaire réellement va faire? Ce sont des débats qui ne sont pas simplement faits par des politiques dans tous les pays. Ils commencent d'abord par ceux qui savent. Ceux qui savent, ce sont ceux qui ont été à l'école, ce sont qui font ces débats-là de manière professionnelle, aux politiques qui sont, eux, des gens qui veulent réussir, qui ont des ambitions, ça n'empare parce qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir majorité et tout ça. Mais des débats professionnels, de professionnels, ça n'existe pas aux Comores. Vous n'avez jamais entendu parler de réunions professionnelles, à moins que ce soit les Nations Unies qui les initient ou l'Union européenne, des professeurs d'histoire, ne serait-ce que pour enseigner comment enseigner l'histoire aux Comores alors qu'on n'a pas réellement de table noire, etc. Quelle est la méthode pédagogique, par exemple? Et à partir de là, avoir des revendications, par exemple. Donc, cette démarche professionnelle, ce professionnalisme, à mon avis, manque énormément. Il faut le réveiller. Il faut le réveiller, et pour le réveiller, selon Saïd Mohamed Changama, il faut promouvoir le mérite, l'exemplarité. C'est la seule façon d'élever les conduites et de gouverner par la récompense, et peut-être de stimuler les convoitises vers le mérite. Quand on parle de mérite, c'est aussi une question éminemment économique. Il y a le juste prix du mérite. Ce n'est pas simplement une question de symbole, ni de cérémonie, enfin, qui accompagne, je dirais, une démarche à la fois idéologique et de simulation. Mais le problème chez nous, c'est que tout professionnalisme aujourd'hui a disparu. Or, c'est là comment on exécute, comment on fait les choses. Et on attend tout du politique, alors que dans les autres pays, en tout cas dans le développement, ceux qui ont appris à faire, ceux qui savent, ce sont eux qui doivent à la fois débattre, proposer des solutions. Et à ce moment-là, le politique reprend. Je veux dire, par exemple, on a parlé d'enseignants. Aujourd'hui, on enseigne l'histoire. Comment faire dans un pays pauvre qui n'a même pas de table noire? Il appartient aux professeurs d'histoire de se réunir, de dire, voilà, par exemple, des propositions. Comment mieux bâtir nos maisons? Et tout ça, chacun se réfugie sur une hypothétique arrivée d'un grand politique un jour qui résoudra le problème. Ça ne se pose jamais comme ça. Des sociétés peuvent marcher avec des mauvais politiciens, mais jamais avec de mauvais professionnels, avec du mauvais travail. Merci Saïd Mohamed Changama d'être venu à notre émission. Je vais vous recommander certains livres qui nous a permis de préparer cette émission. C'est Le mérite et la République, essai sur la société des émules d'Olivier Hill. Et notre livre qui apparaît sur l'écran, c'est Qu'est-ce que le mérite, dit Yves Michaud. Merci.